Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors, donc j'ai avec moi notre très chère amie Alexandra Gallo. Coucou Alexandra. Coucou Alena, coucou les enchanteurs. Ça fait plaisir de t'entendre. Alors écoute, on va peut-être passer, si tu le souhaites, à ta chronique. De toute façon, toutes les émissions là sont vraiment top. Il y a une évolution en fait logique dans tout ce que tu expliques. On le sent au niveau de l'initiation. Oui, voilà, effectivement, dans cette chronique de Magie d'Avalon, j'ai vraiment voulu que ça soit un cheminement, pas forcément un cheminement initiatique, mais à tout le moins de vous partager mon propre cheminement initiatique de prêtresse d'Avalon. Et nous en sommes donc à l'épisode 5, donc apprendre le langage de la nature. Et donc, effectivement, suite logique, puisque si je vous fais un petit résumé des épisodes précédents, previously in Radio Antasia. Qu'est-ce qu'on avait vu dans les épisodes précédents? Et du coup, donc, il y avait tout ce cheminement de rencontre avec la part d'ombre. Donc, pour vraiment connecter avec l'énergie d'Avalon, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Effectivement, on a ce côté, on se rappelle peut-être parfois des mémoires de ces traditions celtes et qui nous attirent, etc. Donc, on se met un petit peu en chemin de tout ça. On commence à traverser le fameux voile de brume du lac qui, du coup, nous permet d'aller à la rencontre de notre propre part d'ombre, de se mettre à l'écoute de cette part d'ombre. Et une fois qu'on a rencontré cette part d'ombre, qu'on a traversé le lac, qu'on a traversé la brume, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrive enfin, j'ai envie de dire, à l'île d'Avalon elle-même, donc ce sanctuaire du féminin sacré celtique, ce sanctuaire de la magie du monde également. Et donc, c'est un lieu qui est, comme le mot l'indique, un sanctuaire qui nous préserve en fait du monde extérieur et qui nous offre un petit peu un refuge momentané pour se connecter à soi, mais aussi pour se connecter à plein de choses qu'on a oubliées. Et donc, c'est un peu l'idée de cet épisode aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand on pose le pied sur l'île d'Avalon pour la première fois. Wow. Donc, comment est-ce que ça se met en place? Oh là là. Alors là, tu vas nous faire rêver. Hein. Moi, je le sens gros. Hein. Non? Ah oui, là vraiment, mettez-vous vraiment dans la visualisation, l'imagination. Voilà, vous arrivez sur cette île absolument fabuleuse, qui peut avoir la forme que vous voulez. Et encore une fois, Avalon, c'est quand même une mythologie, c'est également aussi une île mystique. Donc en fait, pour moi, c'est un refuge qui peut se teinter de chaque personne. Mais voilà, cette île absolument fabuleuse qui, quand vous posez le pied, vous sentez le battement du cœur de la déesse, vous sentez la magie en fait qui vous enveloppe. Et là, d'un coup, votre âme, elle se souvient, même si vous n'avez pas encore toute l'information, mais votre âme se souvient. Et donc, vous savez bien que vous n'êtes pas venu là par hasard, vous savez bien que vous êtes déjà venu là. Et vous commencez à avoir cette impression de déjà-vu, j'ai envie de dire. Et donc là, on parle souvent, quand on dit qu'on arrive sur l'île d'Avalon, on dit que une fois qu'on est arrivé, on va voir le reflet de notre grandeur. Donc là, pareil, un peu waouh quand même, comme phrase en fait à dire, mais c'est exactement ça. C'est qu'il faut imaginer que cette île en fait nous représente. Elle représente véritablement le cœur le plus profond de notre âme, en fait l'essence même de qui nous sommes. Et donc c'est là qu'on va réapprendre en fait qui nous sommes vraiment. C'est un petit peu comme beaucoup d'outils rituels en fait. Quand on tire par exemple un oracle ou un tarot, eh bien les cartes en fait qui vont sortir vont vous indiquer des messages que vous savez déjà, mais vous avez besoin de les mettre à l'extérieur pour mieux les comprendre. Là, c'est un petit peu pareil, en fait, avec la tradition d'Avalon. C'est vraiment un outil qui nous permet de nous découvrir nous-mêmes. Donc, quand on arrive justement sur cette île-là, on commence en fait à un apprentissage, on va dire. Donc, il y a les prêtresses qui vont venir nous accueillir, qui vont soit venir nous soigner si on en a besoin, soit venir nous enseigner en fait ce qu'on a besoin d'apprendre. Et cette toute première chose à apprendre, bien évidemment, c'est comment fonctionne la nature. Tout à fait, oui. Et généralement, quand on rentre justement sur l'île, tu disais tout à l'heure, si j'ai bien compris, qu'il peut y avoir différentes manières de la percevoir.
Exactement, c'est-à-dire on peut y voir ce qui est représenté donc dans le téléfilm des Brumes d'Avalon. On peut y voir ce qu'il y a dans d'autres films aussi où on parle d'Avalon, donc cette île un peu sauvage en fait, qui est faite de forêts, de clairières, de lacs, de rivières, etc., de montagnes, où on peut y voir quelque chose qui est différent. Alors bien évidemment, il est certain que si vous êtes passionné de la tradition celte, on s'entend, vous n'allez pas me mettre un désert sur l'île d'Avalon de base. Mais encore une fois, voilà, la géographie, on va dire, est totalement inconnue. Hein. C'est vraiment une géographie qui est très personnelle, en fait. Donc certains vont y voir des cercles de pierre, d'autres pas. Certains, ça sera tout plat, d'autres, ça sera des collines, etc. Et là, j'ai envie de dire encore une fois, peu importe, laissez-vous porter par cet imaginaire, par ce qui vous plaît, par là où vous vous sentez chez vous. C'est-à-dire que on parle très souvent dans la pratique énergétique, spirituelle, de ce qu'on appelle le sanctuaire personnel. Le sanctuaire personnel, pour ceux qui le pratiquent pas spécialement, c'est cet espace en vous ou dans votre imaginaire qui est un lieu qui vous est exclusivement réservé. Personne ne peut rentrer dans votre sanctuaire personnel si vous n'y avez pas autorisé. C'est un petit peu un endroit refuge dans lequel vous pouvez justement faire vos méditations, recevoir des réponses, etc. Donc c'est un endroit dans lequel vous vous projetez, on va dire, de manière astrale, de manière imaginaire dans ces lieux-là pour pouvoir recueillir vos réponses. On peut avoir la même chose en fait avec Avalon. Avalon est un sanctuaire également qui peut devenir personnel parce que vous pouvez le mettre avec votre propre géographie, vos propres décors que vous avez envie. Mais de fait, c'est un égrégore qui est commun puisque du coup, Avalon n'est pas qu'à une seule personne. Avalon est à tout le monde. Donc, tout le monde peut s'y connecter à cet égrégore-là. Mais après, la manière dont on le voit va venir vraiment résonner avec qui nous sommes. D'accord, je comprends mieux. Donc on arrive sur cette île, on est soigné par les prêtresses. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a plusieurs prêtresses, pas forcément un nombre particulier? Est-ce que ce chiffre-là peut être symbolique ou pas du tout? Alors il y a beaucoup de choses dans ta question. Oui. Alors en fait, oui, il y a plusieurs prêtresses. Oui, il y a en un certain sens un nombre défini, du moins pour ce qu'on va appeler les fondatrices. C'est-à-dire qu'il y a 9 gardiennes d'Avalon qu'on appelle les Morgans, M-O-R-G-E-N, et pas comme Morgane, mais des Morgans, qui sont en fait les 9 prêtresses qui vont représenter en fait les 9 tranches d'âge, j'ai envie de dire. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des prêtresses qui vont aller de 10 à 90 ans, on va dire, donc qui vont couvrir un petit peu l'entièreté de la vie humaine et qui également, chacune, vont représenter à la fois un pouvoir, donc un domaine de magie spécifique, mais également qui vont représenter une des fêtes de la roue de l'année, bien évidemment. Donc, il y a les 8 fêtes de la roue de l'année que l'on connaît, donc avec Samhain, donc qui marque le jour de l'an, Yule pour le solstice, Imbolc pour le 2 février, Ostara pour l'équinoxe de printemps, Beltane pour le 1er mai, Lita pour le solstice d'été, Lugnasad pour le 1er août et Mabon pour l'équinoxe d'automne. Donc, ces 8 fêtes-là sont représentées par ces 8 gardiennes et donc, bien évidemment, un pouvoir de magie spécifique associé à chacune. Et la 9e, me direz-vous, la 9e, eh bien, du coup, c'est justement la Morgane transformatrice. Donc, c'est là qu'on rejoint un petit peu la tradition avec les aspects de Morrigan, donc la déesse justement aux multiples facettes, et également l'avatar même de Morgane la Fée, qui est justement cette prêtresse déesse qui peut incarner en fait plusieurs visages. Donc en fait voilà, la 9e, c'est un petit peu la Morgane en chef, la haute prêtresse, j'ai envie de dire, qui du coup peut adopter les formes de ses autres sœurs également. Donc là, c'est le cœur, je dirais, de base de ces prêtresses-là qui sont constamment en fait sur l'île d'Avalon. Après, le nombre de prêtresses, effectivement, il y a plein de personnes humaines comme vous et moi qui peuvent y aller, même si c'est dans une idée de projection imaginaire, de projection astrale, mais du coup, il peut y avoir après un nombre
encore une fois, incalculable de prêtresses là-bas, dépendamment aussi si vous avez envie d'être accueilli par d'autres sœurs de d'autres époques aussi. Par exemple, si vous connectez avec des vies antérieures que vous avez passées là-bas, vous pouvez avoir justement des connexions avec d'autres femmes de ce temps-là. Et donc, du coup, le nombre de prêtresses, c'est plus juste les prêtresses gardiennes qui sont là, c'est toute la communauté, en fait, de prêtresses qui peuvent s'y retrouver. D'accord. Alors, ces Morrigans, chacune ont la possibilité d'avoir une sorte d'univers dans lequel on peut également évoluer en intégrant l'île d'Avalon. C'est ça. C'est-à-dire que du coup, généralement, on va chacun et chacune avoir en fait ce que j'appelle moi une magie unique, c'est-à-dire une constitution personnelle qui va naturellement vous permettre et vous rendre attiré et vous rendre fort en fait dans certains domaines. Donc, par exemple, si quelqu'un va être de la magie de la Terre, donc une prédominance d'éléments de la Terre dans sa constitution, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les 3 autres, mais la prédominance étant la Terre, eh bien, ce sont des personnes qui naturellement vont aller vers tous les domaines de magie reliés à l'élément de la Terre, c'est-à-dire la géobiologie, la géomancie, la talismanie, tout ce qui va être justement herboristerie, la lithothérapie, etc., etc. Donc tout ce qui va toucher en fait à des choses relativement matérielles, concrètes, ce va être des types de magie où une personne à prédominance terre va être naturellement dirigée versus par exemple de la médiumnité. Quelqu'un qui est à prédominance terre va moins aller vers de la médiumnité, qui est quelque chose qui est plus relatif à l'élément de l'air, parce que dans sa constitution, elle n'en a pas suffisamment pour être attirée vers ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le faire, ça veut simplement dire qu'elle va être moins forte dans ce domaine que dans des domaines qui vont être naturels pour elle, en lien avec cet élément prédominant dans sa constitution. Et donc, de base, effectivement, comme ces différentes Morgans représentent des domaines de magie, bien évidemment, on va être parfois attiré à travailler avec certaines facettes des Morgans plus que d'autres, parce que ce sont des Morgans qui possèdent les pouvoirs que nous-mêmes, on cherche à acquérir. Je sais pas si c'est clair. Oui, tout à fait, ça promet du bouillon, moi je vous dis. Donc, on va vivre vraiment plein de belles choses comme ça, quoi. Donc, si on a, par exemple, une appétence plus pour un élément en particulier, on va effectivement être connecté à une Morgans. C'est ça, Morgans? Morgans, oui. Oui, à une Morgans particulier relié aussi à ça. D'accord. C'est ça. Alors, c'est pas une appétence. Voilà, juste la petite subtilité, c'est ça. C'est pas une appétence particulière pour un des éléments. C'est plus en fait la composition de votre constitution personnelle. Donc, par exemple, vous avez déjà peut-être fait un bilan de constitution en Ayurveda ou en naturopathie. Et ça, en fait, on vous donne en fait à la fin un bilan pour dire voilà, vous êtes de tel type. En Ayurveda, on va dire vous êtes Pitta, vous êtes Kapha. En naturopathie, on va dire vous êtes plutôt bilieux, plutôt lymphatique, etc., etc. Là, en fait, moi, ayant une formation d'Ayurveda, je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué pour les gens quand on leur dit vous êtes Pitta. Et à chaque fois, c'était enchanté, merci. Et donc, ça veut dire quoi? Parce que c'est pas un langage, si on n'est pas dans la culture d'Inde, et effectivement, c'est pas quelque chose qu'on comprend facilement. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit l'Ayurveda, on va dire, ou tout le concept de santé holistique qu'on retrouve aussi en naturopathie ou en médecine chinoise d'ailleurs. Je l'ai traduit avec les 4 éléments que l'on connaît, nous, en Europe. Là, je ne parle pas des éléments chinois qui sont encore différents, mais pas asiatiques, mais qui sont encore différents. Mais je parle vraiment des 4 éléments, terre, air, feu, eau, les classiques que l'on retrouve relativement dans toutes les différentes cultures. Encore une fois, mis à part la culture asiatique, mais comme je le dis très souvent, les Asiatiques, c'est un petit peu les Anglais du monde spirituel, puisqu'ils ont toujours des choses un peu différentes de nous. Donc ils ont plusieurs éléments qu'on n'a pas les mêmes. Ils vont travailler sur d'autres, le côté droit chez eux est féminin, alors que chez nous, il est masculin, bref. Donc, là, en fait, si on part sur les 4 éléments, eh bien, quand on fait une constitution, on va poser différentes questions à la personne sur son corps, son métabolisme, comment elle pense, comment elle vit ses émotions, qu'est-ce qu'elle mange, etc., etc. Quel type de maladie elle développe plus spécifiquement. Et tout ça va nous donner une indication de quels sont le ou les éléments prédominants
dans la constitution de la personne. Donc, par exemple, voilà, quelqu'un qui va très souvent se mettre en colère, qui va être très souvent sujet à des inflammations, qui va aimer manger des choses très chaudes, très épicées. De base, il va avoir une prédominance assez évidente de l'élément du feu parce que son corps, en fait, dès l'instant que il va rentrer en excès, il va développer des symptômes reliés au feu. L'inflammation, c'est un symptôme d'excès de feu dans le corps. Donc, ça veut dire qu'à la base, cette personne-là a beaucoup de feu de manière constitutive. C'est comme un ADN. C'est sa manière normale d'être. Et quand elle fait trop de choses feu dans sa vie, et bien du coup, ça va venir déséquilibrer son feu naturel et donc lui engendrer des symptômes qui vont se manifester par rapport au feu. Donc là, en l'occurrence, l'inflammation. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, c'est pas une appétence spécifique pour un élément, c'est plus de découvrir quelle est votre constitution, quels sont vos éléments prédominants naturels dans la personne que vous êtes, en fait, votre constitution personnelle. Et c'est là, en fait, que on va après déduire, ou du moins, on va faire les liens, on va dire, avec, ok, moi, je suis quelqu'un, justement, comme je disais tout à l'heure, de la magie de la terre, j'ai beaucoup de terre dans ma constitution, donc naturellement, je vais aller vers des domaines de magie reliés à l'élément de la terre. Maintenant, quelqu'un de feu va aller naturellement sur des domaines du feu, donc ça peut être tout autant des rituels d'invocation, ça peut être tout autant le travail énergétique, ça peut être aussi tout ce qui est relié à la magie rouge, etc., etc., etc. Donc en fait, voilà, c'est pas de l'appétence, c'est simplement de découvrir son mode d'emploi et de comprendre en fait du coup pourquoi on a tel ou tel attrait vers certaines choses dans notre quotidien. Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je savais même pas en fait, effectivement, notamment pour le feu, si on avait trop de feu en nous, forcément il y a des inflammations qui se mettent en place. Par contre, ça se passe comment pour les autres éléments? Si on a trop de terre ou trop d'eau ou trop d'air? Alors justement, quand on a trop de terre, en fait, il faut comprendre que la constitution personnelle, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est comme un code ADN. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est comme ça que vous êtes né avec cette constitution. Donc, dans les 4 éléments, on a tous les 4 éléments en nous, mais on va avoir donc des prédominances, des éléments qui vont être plus majoritaires dans notre constitution. Ces éléments qui sont plus majoritaires, naturellement, on va du coup adorer faire et manger et avoir des activités en reliance avec ces éléments prédominants. Donc, on va un petit peu accumuler en fait de l'élément sur de l'élément. C'est-à-dire du coup, je suis quelqu'un de feu, je vais aimer faire plein de choses feu, donc du coup, au bout d'un moment, je vais déséquilibrer ma constitution de base de feu et donc dès l'instant que l'élément se déséquilibre en excès, eh bien, du coup, on va avoir affaire à différents déséquilibres dans le corps. Donc, pour répondre à ta question, par rapport à quelqu'un qui va être terre, le déséquilibre, en fait, quand il y aura trop de terre par rapport à sa terre constitutive de base, eh bien, ça va être des personnes qui vont prendre beaucoup de poids. Ça va être des personnes qui vont être un peu léthargiques. Ça va être des personnes qui vont avoir ce côté un peu mélancolique, exagéré, etc., etc. Des personnes hauts, ça peut se traduire par des œdèmes, ça peut se traduire par justement une hypersensibilité à pleurer continuellement, de la dépression, etc., etc. Pour les gens, il nous reste quoi, l'air. Pour les gens R, là pour le coup, ça peut être à la fois beaucoup de douleurs, beaucoup de sécheresse, beaucoup d'insomnie, de problématiques mentales X ou Y, des dépressions aggravées, etc., etc. Donc voilà, on a chaque élément en fait, dès l'instant qui va se déséquilibrer, va pas déséquilibrer forcément la même chose chez tout le monde, encore une fois, parce que même si on est plusieurs personnes à avoir une prédominance feu, on va pas l'avoir dans les mêmes parties de notre corps ou dans les mêmes aspects de nos vies. C'est simplement qu'en moyenne, à la fin, ça fait qu'on est 2 personnes à prédominance feu, mais ça se traduit pas forcément de la même manière. Donc pour des personnes, ça va être plus la sphère justement digestive qui va être impactée par ça, d'autres ça va être plus la peau, d'autres ça va être plus les émotions, etc., etc. Donc en fait, en connaissant ça, en connaissant ce mode d'emploi,
d'un coup, en fait, on comprend mieux pourquoi on fonctionne comme ça. On est capable de se réguler soi-même, surtout, sans forcément toujours courir auprès de X, Y thérapeutes pour régler le problème. Là, on peut régler en amont et même faire de la prévention par rapport à ça. Parce que quand on sait qu'on est quelqu'un de feu et que là, on sent que déjà, on est borderline colère, bon, bah, peut-être éviter d'aller retrouver des personnes qui nous énervent prodigieusement. Hein. Peut-être aller se faire une petite marche dans la forêt ou aller proche de l'eau, etc., pour s'apaiser, pour se calmer. Donc, ou simplement éviter d'aller voir ces gens-là et faire autre chose, une activité qui va plus nous faire plaisir. Donc voilà, quand on connaît, en fait, on peut après justement ajuster un peu plus notre quotidien, comprendre pourquoi ces déséquilibres sont là et donc, bah, du coup, les gérer au fur et à mesure. Mais tu sais que c'est extraordinaire parce que je ne savais pas ça, vraiment. Là, tu m'apprends quelque chose. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément au déséquilibre des éléments, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que moi, ça m'est venu par rapport au fait que, comme je disais, voilà, moi, j'ai été formée en Ayurveda, j'ai été formée en herboristerie, aromathérapie familiale. Et à chaque fois, en fait, on mettait des concepts très complexes que simplement les personnes qui font ces différentes formations-là, très longues, pour le coup, souvent, peuvent comprendre. Et donc moi, j'ai toujours eu un problème comme ça. J'aime vraiment que les gens deviennent autonomes. Pour moi, c'est extrêmement important qu'on puisse comprendre comment on fonctionne pour les bases, en tout cas, en fait. Et donc là, vraiment, son propre mode d'emploi, ça reste quand même une énorme base qu'on devrait avoir. Et de le rapprocher, en fait, des 4 éléments, bah, on retombe dans ce qu'on appelle justement, bah, même en herboristerie, c'est la même chose, on retombe dans une connaissance qu'on dit empirique, c'est-à-dire par l'expérience. Donc, en connaissant en fait les qualités des éléments, donc par exemple, bah voilà, la terre, c'est quelque chose qui est lourd, qui est stable, qui est froid, qui est lent, etc., etc., versus le feu qui va être chaud, qui va être piquant, qui va être pénétrant, etc., etc. On réapprend en fait à décrire les choses par rapport à des qualités. Donc, et on observe son environnement par rapport à ces fameuses qualités. Donc, par exemple, bah, je vais manger une salade versus je vais manger une tartiflette. Bah, la salade, définitivement, ça va être léger, ça va être frais, ça va être croquant. La tartiflette, par exemple, ça va être lourd, ça va être onctueux, ça va être calorique, etc., etc. Donc, en arrivant à décrire les choses comme ça, on peut se dire, OK, ces qualités-là, elles vont être rapprochées de tel ou tel élément. Et donc là, bah, justement, tout ce qui va être léger, craquant, etc., va être rapproché de l'élément R. Donc la salade va plus être un aliment R, versus la tartiflette va être quelque chose, donc pommes de terre, etc. On est sur de l'élémentaire, quelque chose qui est lourd, qui est consistant, qui est nourrissant, etc., etc. Donc quand on fait ça, bah, ok, voilà, ça, ce que je mange là, c'est de la terre, ou ce que je mange là, c'est de l'air. Dans ma constitution présente, donc celle que je possède de base, mais également celle qui peut être déséquilibrée. Est-ce que là, en ce moment, par exemple, justement, je suis quelqu'un d'air, je vais adorer manger des choses craquantes, de la salade, etc., etc. Mais là, en ce moment, j'ai trop d'air en moi, je suis trop nerveux, j'ai du mal à dormir, etc., etc. Bon, bah, j'ai besoin de mettre quelque chose un peu plus lourd dans mon alimentation. Donc, de fait, peut-être pas une tartiflette, ça va être trop lourd pour des gens R, mais peut-être de manger plus de céréales, plus de noix, des choses qui vont apporter, en fait, même sans être trop indigeste pour les gens R, mais quelque chose qui va apporter de la lourdeur. Et donc là, d'un coup, on devient, en fait, beaucoup plus en contrôle, en fait, pas en contrôle, mais en gestion, en maîtrise, en fait, de notre vie, parce que bah, on comprend le mode d'emploi et on comprend le mode d'emploi autour de nous. Donc, c'est exactement, en fait, ce qui se passe pour en revenir sur notre sujet de base, c'est exactement ce qui se passe à Avalon, en fait. Quand on connecte à l'île d'Avalon, on reconnecte à ces bases d'observation de la nature et on décrypte les secrets de la nature. Et ce décryptage passe par quoi? Passe par le langage qui est commun à toutes les traditions, c'est les 4 éléments. Donc, comment revenir à cette écoute de ce langage-là, de comprendre comment ça fonctionne, comment ça s'agence dans notre environnement, et au fur et à mesure, après,
on va aussi se relier au rythme des saisons, on va ensuite se relier au rythme de la roue de l'année, etc., etc. Mais à la base, en fait, fondamentale, quand on se met à l'écoute de la nature, on se met à l'écoute des éléments, on se met à l'écoute des propriétés, en fait, qui passent à travers ces éléments-là. Et c'est tout, en fait, cet effet de miroir entre l'extérieur et l'intérieur. Je suis à la plage en plein mois d'août, en plein soleil. On est d'accord que là, l'élément eau, sauf si vous êtes vraiment au bord de mer, mais sinon, on est dans quelque chose qui est complètement feu comme environnement. Versus, vous allez dans une forêt verdoyante avec des rivières, là, l'élément eau et l'élément terre va être beaucoup plus présent. Donc, voilà, ce genre de choses, en fait, d'analyser, en fait, de manière simple. Et là, d'un coup, en fait, on sort d'un concept de formation complexe, etc., qui demande beaucoup d'années d'études. Et là, on revient simplement à quelque chose de simple, de basique. Comment je peux décrire ce qui se passe autour de moi et comment ça interagit avec moi. Et là, d'un coup, on se met vraiment au centre de cette nature et comment je communique et comment la nature communique avec moi. Et là, c'est quelque chose qui est très puissant à vivre au quotidien. Et j'avais une question, en fait. Donc, combien de temps on y reste donc, sur cette île pour pouvoir apprendre? Est-ce que, à partir du moment où tu rentres à l'intérieur, en fin de compte, c'est jusqu'à la fin de ta vie, hein, si bien sûr ton cheminement est ainsi, ou alors, en fait, il y a un petit laps de temps, je sais pas, 1 an, 6 mois, plus peut-être. Ça va être très, très dépendant de chaque personne, en fait. Comme tu l'as dit, c'est vraiment en lien avec notre cheminement. Et des personnes, voilà, qui, si on reprend encore une fois, hein, par rapport à la légende elle-même, tu avais des personnes qui venaient simplement pour se faire soigner, d'autres qui venaient en mentorat pendant X années pour apprendre certains secrets de la nature, certains domaines de magie, se spécialiser dans quelque chose, en fait, se spécialiser dans un apprentissage pour repartir après dans le monde pour le partager et contribuer au monde ainsi. Et d'autres personnes qui vont choisir de rester pour elles-mêmes à leur tour devenir des enseignantes. Donc, c'est vraiment, voilà, ça va vraiment dépendre. Et parfois, même j'ai envie de dire, vous avez aucune idée du chemin sur lequel ça va vous emmener. C'est-à-dire que si je reprends moi, mais par rapport à mes débuts dans la spiritualité et ma rencontre avec Avalon, etc., enfin ma reconnexion plus exactement avec Avalon, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, là, on parle de à peu près presque plus de 20 ans en arrière. J'avais aucune idée quand j'ai reconnecté à tout cet univers-là que je serais dans la position 20 ans plus tard de celle qui l'enseigne. Au départ, c'était juste pour moi, pour me faire plaisir, pour avoir un peu de cette magie dans mon quotidien, pour changer un petit peu du train-train qui ne faisait pas vraiment de sens. Et là, du coup, ça donnait beaucoup plus de sens. Mais au départ, c'était juste, je suis curieuse et je veux apprendre pour moi, puis ça me fait plaisir. Et au fur et à mesure, en fait, ça m'a permis de dévoiler une de mes qualités, en fait, donc dans cette magie unique qu'on parlait, effectivement, chacun, en fait, va découvrir des talents innés qu'il a. Et effectivement, cette partie d'enseignante est extrêmement puissante, en fait, pour moi. Et c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et donc, au fur et à mesure, les choses ont pris de l'ampleur et disant, mais en fait, c'est pas juste pour moi, je veux partager ça aux gens, je veux leur apprendre à voir le monde différemment, à voir cette magie eux aussi, en fait, et à réveiller, donc d'où après mon terme de réveilleuse de magie, mais c'est ça, c'est réveiller la magie dans les gens, mais il y a réveiller dans le monde aussi. Et donc, plus on est de personnes à travailler dans cette dynamique-là, plus la magie va se réveiller dans le monde. Donc, pas qu'elle a disparu, bien évidemment que non, mais elle est beaucoup moins utilisée probablement que dans les temps plus anciens. Et donc là, c'est l'idée d'amener, là on le voit même dans notre société, les gens de plus en plus se tournent vers des médecines alternatives, vers des choses plus naturelles, etc. Parce qu'il y a vraiment une demande de se reconnecter aux choses véritables, en fait, et à arrêter cette course à la modernité. Donc ça, c'est quelque chose on ne sait pas, en fait, quand on rentre à Avalon, ce qu'on va être
voué à faire? Est-ce qu'on va être là juste pour un petit temps? Est-ce qu'on va être là juste pour apprendre quelque chose et aller ensuite le partager? Est-ce qu'on va être là pour vouer sa vie en fait à Avalon et choisir en fait de servir la déesse, hein? Comme je le disais, pour moi, le terme de prêtresse n'est pas un titre honorifique du tout. Prêtresse, ça ne veut pas dire que je me mets au-dessus des autres, absolument pas. Prêtresse, pour moi, ça veut dire, ça signifie en fait que j'ai fait le choix de servir en fait une fois de plus la déesse pour partager en fait ces énergies-là dans le monde. Mais c'est pas du tout en fait pour, comme on le dit souvent, hein, pour se la péter. Ah ouais, moi je suis prêtresse. Mais non, ça, de qui, de quoi, par qui, par quoi, ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est pas un diplôme en fait. Pour moi, c'est vraiment plus un serment, voilà, que je me suis fait à moi-même de choses à faire dans cette vie-là. Justement, quand tu accompagnes les gens dans l'évolution donc de cette magie d'Avalon, tu peux également les orienter en leur disant quel type d'éléments ils ont plus présents en eux. Ça se passe comment? Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est dans toutes les propositions que je peux avoir, c'est la base. En fait. Comprendre comment on fonctionne et comment fonctionne le monde autour de soi, c'est la base à n'importe quel type de pratique. Donc effectivement, moi, je passe par ce bilan de constitution, donc ce bilan de magie unique que j'appelle ça. Et la personne, justement, voilà, c'est une petite formation hein, qui s'appelle la formation Découvre ta magie, qui permet en fait, en un mois, de à la fois faire son bilan personnel et d'avoir des conseils personnalisés, mais en plus de s'initier à comment ces éléments s'organisent, comment je peux les reconnaître. Donc, il y a plein de petits exercices à faire durant ce mois-là pour observer en fait autour de soi et s'approprier en fait cette connaissance-là. Et après, selon les besoins de la personne, selon ses choix, selon ses envies, du coup, à la fin, déjà, elle aura dans son bilan, effectivement, voilà, tu as tel élément prédominant. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, si c'est de la terre, ça sera plus justement à la fois géobiologie, talismanie, travail avec les éléments de la terre, travail avec les pierres, etc. Si tu es dans l'air, ça sera plus la voyance ou plus le côté justement travail de médiumnité, channeling, etc. Si c'est la magie de l'eau, ça va être le travail avec la lune, le travail avec les rêves. Magie du feu, ça va être le travail invocatoire, ça va être la magie, le soin énergétique, ça va être la magie rouge, etc., etc. Donc en fait, je vais réduire, grâce à cette constitution-là, ça va permettre de réduire l'entonnoir des possibles parce que moi, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui rentrent dans la spiritualité vont essayer un petit peu tout sans vraiment trouver ce qui fait tilt, en fait. Ou parfois, ils le trouvent, mais un peu plus tardivement. Là, en fait, avec ça, ça permet justement de réduire l'entonnoir des possibles et de commencer à aller là où vous allez être naturellement fort. Et là, d'un coup, c'est un truc, mais c'est génial parce que plutôt de perdre du temps à essayer des tas de trucs, moi, personnellement, j'ai perdu un temps fou à essayer de devenir clairvoyante et à pouvoir faire de la médiumnité, etc. Je suis de la magie de la terre et du feu en prédominance, donc c'est pas du tout mes domaines de prédilection. Donc, par contre, quand j'ai commencé à travailler avec les plantes, c'était mais d'un naturel et d'une évidence incroyable et d'une facilité en fait. Donc pourquoi se compliquer la vie encore une fois? Autant commencer par les choses qui sont simples et naturelles pour nous. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas apprendre à faire du pendule et du tirage de cartes. Je tire moi-même les cartes, mais c'est juste que vos messages vont pas forcément passer aussi facilement par ce côté donc de clairaudience, mais va plus passer par de la clairsentience. Parce que pareil, les sens extrasensoriels en fait dont on parle beaucoup en spiritualité sont également reliés en fait à cette prédominance élémentaire. Quelqu'un qui est de la magie de la terre va être naturellement clairsentient. Quelqu'un qui va être de la magie du feu va être naturellement clairvoyant. Quelqu'un qui va être de la magie de l'air va être naturellement clairaudient. Et de la magie de l'eau, c'est là la petite subtilité, mais va être plutôt clair-boostant, c'est-à-dire ça passe par le goût, ça passe par tous les liquides en fait, ça a besoin de liquide en fait, ou les émotions aussi. Ça peut être voilà, justement de la sensibilité, de l'hypersensibilité. Donc ça, en fait, quand on apprend ça, d'un coup, ça réduit cet entonnoir-là et on peut ensuite, après, se diriger donc, vers des formations, vers des ateliers, vers des apprentissages, vers des soins qui vont nourrir, en fait, votre constitution plutôt que de diluer votre constitution.
Et donc, effectivement, là, moi, ça commence par ce premier pas-là. Et après, j'ouvre un certain éventail de possibles par rapport à mes propres capacités. C'est-à-dire, je vais proposer différents soins ou formations en lien avec ce que je sais faire. Donc, tout ce qui va être dans le soin énergétique et le féminin sacré et le travail, justement, de santé holistique par les plantes et les huiles essentielles. Maintenant, si on fait votre bilan de constitution et qu'on voit que vous avez un élément air prédominant, naturellement, je vais vous diriger. Oui, il va falloir que tu trouves peut-être, si ça, tu veux développer ça, des formations en médiumnité, en voyance, en canalisation, etc., etc. Et là, je vais le remettre ça à mes collègues parce que je n'ai pas les compétences pour pouvoir guider sur ça. Mais voilà, c'est l'idée de donner un point de départ, de donner une clarification. Une fois qu'on a compris comment on fonctionne et qu'on comprend comment les bases de la nature fonctionnent, ça devient tellement plus simple après pour faire ses choix et pour s'orienter vers les bonnes décisions, en fait. Du moins, ça donne un avantage certain. Mais alors, comment tu fais dans ce bilan, justement? Tu te réfères à l'astrologie, aux échanges que tu as eus avec la personne pour ressentir quel type d'éléments elle prédomine? Parce que on peut voir plein de choses dans un thème natal, mais il y a aussi la manière d'être de la personne au naturel, dans sa manière d'échanger, de communiquer. Enfin, comment tu arrives à percevoir ça? Alors en fait, moi je n'utilise pas du tout l'astrologie. C'est pareil, effectivement, maintenant dans le human design, on peut aussi avoir des super belles, super beaux modes d'emploi comme ça aussi. Encore une fois, un peu plus complexe. Non, moi en fait, du coup, je me base vraiment sur la même chose que les questionnaires, ce qu'on appelle les anamnèses. Donc les questionnaires de bilan qu'on peut faire en naturopathie, en ayurveda, ou qu'on peut faire aussi en médecine chinoise, qui sont des questionnaires sur les 4 grandes sphères de la personne. Donc les sphères de l'être, c'est-à-dire on va faire des questions en fait sur le physique. Donc d'abord l'observation du physique, d'avoir des questions plus métaboliques, donc par rapport comment est ton cycle féminin, comment est ta digestion, etc., etc. Les maladies qui vont être prédominantes, les éventuelles opérations, etc., etc. Ensuite, il y avoir des questions plus d'ordre psychologique. Donc, de décrire justement la psychologie de la personne, son caractère, donc dans telle ou telle situation. Par exemple, quel est ton rapport à l'argent, quel est ton rapport à la spiritualité, quel est ton rapport aux relations sociales, quel est ton rapport au travail, etc., etc. Et pareil, troisième sphère, on va poser des questions plus sur le côté émotionnel. Donc là, du coup, même système, c'est quelles sont les émotions de base, quels sont les sens de prédilection, quels sont les goûts, les couleurs, les odeurs qu'on préfère, les films, les musiques, plein de questions un petit peu comme ça. Et enfin, on termine avec la sphère plus alimentaire. Donc quels sont nos habitudes alimentaires. Est-ce que je suis végétarien? Est-ce que je suis végane? Est-ce que je mange de tout? Est-ce que je préfère tel repas plutôt que tel autre? Quel type d'aliments je préférais manger? Les types de légumes, types de fruits, les viandes? Est-ce que je prends des produits laitiers ou pas? Enfin, plein de questions un peu comme ça. Donc, c'est un gros bilan qui va durer 1h30 facilement et qui va permettre en fait à la fin de compiler toutes ces informations et de voir se dessiner une prédominance. Et alors, au fur et à mesure de la pratique, en fait, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus facilement. Donc, au bout d'un moment, moi, parfois, généralement, à mi-chemin du questionnaire, je sais ce qu'est la personne et toutes les réponses qu'elle va me donner ensuite vont ne faire que confirmer ce que je pressentais. Mais du coup, c'est ce bilan-là qui va nous permettre à la fin de compiler toutes les infos et de dire, voilà. Donc, c'est pas un comptage, c'est pas genre, tu as eu X nombre de cercles, de carrés, de triangles. Non, c'est pas un test dans ce sens-là, parce que c'est pas forcément, il y a un peu plus de subtilité qui est aussi lié aux éléments, parce que, encore comme je dis, quelqu'un qui est prédominant du feu, il va y avoir X personnes qui sont prédominantes de feu et qui ne sont pas du tout les mêmes personnes. Donc, parce que ça se joue à différents types d'endroits. Donc là, simplement, ça donne un résultat général. En fait, il y a une prédominance comme ça, mais on ne peut pas la comptabiliser véritablement. Surtout qu'on se base sur comment la personne fonctionne depuis qu'elle est toute petite et pas comment elle fonctionne là maintenant dans un état éventuellement peut-être déséquilibré. Donc c'est vraiment la même base que j'utilise qu'un bilan classique de santé naturelle. C'est simplement que je les traduis avec les éléments donc plus simplement et
que du coup, je vous donne la boîte à outils avec pour être capable vous-même de comprendre ce que je viens de dire, en fait. De comprendre ce que la déduction que j'ai faite de votre bilan et que vous puissiez, en fait, vous-même comprendre cette logique-là et de dire, tiens, elle m'a dit que j'étais une magie de feu prédominante. Bon, je vais éviter peut-être, là, vu que j'ai de l'acidité gastrique, je vais éviter de manger des oignons, des tomates et de l'ail pendant un petit temps, histoire de calmer, que ça se calme et que du coup, je puisse retrouver mon état de feu naturel. Donc voilà, ce genre de petites choses comme ça qui permettent en fait après à la personne de se gérer au quotidien. Écoute, ça a l'air passionnant, vraiment. Ah non, vraiment. Et puis, je pense, à mon sens, alors c'est dommage qu'on ne soit pas au courant de ça au départ de notre cheminement, parce que tout irait beaucoup plus vite, en fin de compte, quand on réfléchit. Hein. Voilà. Mais tellement. Mais oui, donc... Et c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça et que je l'ai mis dans toutes mes propositions. Ce programme-là est inclus parce que même si tu me dis, tiens, je veux me former aux soins énergétiques. OK. Mais avant ça, on va déjà essayer de comprendre comment tu fonctionnes. Et en fait, maintenant, de base, je mets ce programme-là partout parce que je ne peux pas concevoir qu'on puisse aller vers quelque chose sans avoir compris en fait comment on fonctionnait. C'est pas possible. Eh oui, forcément, il faut que tu connaisses vraiment bien les appétences diverses et variées de la personne, quoi. Alors, d'autant plus si en plus tu es amené après à soigner d'autres personnes, tu vois. Voilà. Et je pense que c'est le gros souci en fait de notre génération, c'est qu'en fait on veut tellement faire plein de belles choses qu'on ne réfléchit pas sur le moment, sur l'action, on a envie de faire ceci, cela, mais on n'est peut-être pas prêt. Et donc résultat, on a nous-mêmes des traumas, des choses comme ça qui se mettent en place parce qu'on a soigné diverses choses et qu'on ne s'est pas assez protégé ou parce que c'est pas le moment en fait, tout simplement. On n'est pas en reliance pour le moment avec tout ça. Exactement. Donc c'est vraiment merveilleux. Dans ton plan, tu me parlais justement que tu souhaitais effectivement nous faire découvrir ton compte et le mini-test. Oui, du coup, voilà, c'est dans la lignée de cette petite introduction sur le langage de la nature qu'on peut apprendre à découvrir quand on met le premier pas sur Avalon, le premier pied sur Avalon. Et bien, du coup, j'ai créé en fait un petit compte qui s'appelle « Celle qui voulait devenir une sorcière ». Et donc, c'est un petit compte tout simple, mais qui, du coup, sert en fait un petit peu d'introduction sur ce travail avec les éléments. Et à la fin, justement, j'ai mis un mini-test. Alors, un mini-test, bien sûr, c'est pas l'entièreté de l'anamnèse, mais ça donne au moins, ça vous met un petit peu sur la voie de votre type de magie unique. Donc là, pour le coup, c'est un vrai test avec comptabiliser les points, mais parce que c'est plus facile comme ça pour pouvoir vous le partager. Mais voilà, ça donne un petit peu un avant-goût, de ce qu'on peut avoir. Donc, si vous voulez pas spécialement faire le petit programme de découvre ta magie, et bien là, au moins, vous avez une petite piste et vous avez, pareil, les bases de travail avec les 4 éléments, les qualités qu'ils représentent, etc., etc. Donc, ça vous donne ça, un premier pas dans ce monde-là, si vous voulez vous initier à cette magie. Du coup, là, on parle de magie élémentaire, hein, c'est exactement ça. Magie avec les 4 éléments, c'est de la magie élémentaire. Donc, ça vous introduit un petit peu ce travail-là. Donc, c'est un petit PDF que vous pouvez recevoir quand vous inscrivez sur ma newsletter. Donc, le PDF et le test sont dans la même chose. Et vous pouvez aussi, si vous aimez moins lire et que vous préférez écouter, et bien du coup, l'histoire est également disponible en podcast sur ma chaîne YouTube. Waouh. Merveilleux, ça. Vous voyez, ça promet du bouillon. Donc, ton site officiel, alexandragallo.com. C'est ça. Donc, les amis, donc Gallo avec 2 L, bien sûr. Alexandra Gallo, tout attaché en minuscule.com. Donc, allez y faire un petit tour, découvrir ce que propose Alexandra. C'est vraiment passionnant. Vraiment, à chaque fois, je suis bluffée, en fait. Je t'écoute nous parler de tout ça. Et je me dis vraiment, putain, si j'avais su. Si j'avais su, finesse. Mais après, c'est le cheminement qui veut ça aussi, hein, je veux dire, voilà. Oui, après, on a tous, on apprend aussi par l'essai-erreur, hein, c'est la base de l'homme, hein. Mais du coup, encore une fois, il n'est jamais trop tard. Moi-même, hein, j'ai appris ça sur le tard, j'ai envie de dire. Mais ça n'a fait après que m'aider
Parce que du coup, même si ça va pas forcément diriger nos premiers choix de spiritualité, après, en fait, ça vient vraiment renforcer nos voies qu'on a choisies, ou ça nous permet de nous réorienter. Et surtout, ça nous permet de nous gérer au quotidien. Et ça, il n'y a rien de plus précieux que d'être capable de prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, de ses émotions, de son alimentation. Déjà, voilà, de pouvoir faire le plus gros du travail dans son quotidien, ce qui n'empêchera pas après d'aller voir des thérapeutes pour vous aider sur des problématiques beaucoup plus complexes, mais au moins pour la petite gestion, voilà, tiens, j'ai des problèmes d'insomnie, tiens, j'ai de l'acidité gastrique, tiens, là, je me sens vachement énervée, etc. Bon, je sais à quoi c'est dû. Et voilà ce que je peux y faire, parce que je sais que si je vais appliquer les qualités opposées à cette problématique-là, ça va aller mieux. Donc, si j'ai trop de feu, du coup, si je suis trop énervée, trop en colère, il faut que je m'apaise. Comment je peux m'apaiser? Je peux m'apaiser par l'élément de l'eau, je peux m'apaiser par l'élément de la terre. Il y a plein d'autres, il y a plein de moyens. Mais du coup, je suis plus en maîtrise de mon propre fonctionnement et je suis capable d'apporter à mon corps ce qu'il a besoin. Eh ben, je vous dis les amis, on est gâtés. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux dimanche et une très belle semaine en notre compagnie. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.